Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. Liam était à l'honneur le 15 août dernier. C'était la fête à Savalou et environ, comme il est de coutume chaque année, une opportunité économique et touristique puisqu'elle draine du monde, mais en tirons-nous réellement un grand profit? Comment mieux rentabiliser justement ce très prisé tubercule, pas comme les autres? Docteur Péji Tourinlo nous le dira en dossier de la semaine. Mais avant elle, et avec mes confrères, nous aurions débattu de l'évaluation diagnostique à laquelle le gouvernement a décidé de soumettre tous les enseignants reversés de la promotion 2008. Pourquoi cette évaluation est-elle le gage d'une bonne formation des apprenants par des enseignants qualifiés? L'école béninoise renaît-elle ainsi progressivement de ses cendres? Le débat sera chaud tout à l'heure entre mes invités qui ne partagent pas certainement les mêmes avis. C'est cela, Wikeko, que nous démarrons tout de suite par le mini-journal que nous présente Nadège Omoladesani. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal sur Wikeko. Plus de 58 000 aspirants au métier d'enseignant du primaire et du secondaire ont composé mercredi dans plusieurs centres sur toute l'étendue du territoire national. Depuis quelques mois, des réformes ont été engagées au niveau de l'enseignement général. Ce test d'aptitude va permettre au gouvernement de disposer d'une base de données fiable afin de remédier efficacement au déficit de personnel enseignant. Louis Koudogbo, Lazare Migan, Oseni Adeliki. Il sonnait 15 heures et c'est déjà la fin de la composition des épreuves comptant pour le concours des candidats aspirant au métier de l'enseignement. Nous sommes ici au CEGEVER de Corps, l'un des centres qui abrite la composition des futurs enseignants du secondaire. Ça se passe très bien. Nous avons très tôt fait un tour au commissariat pour aller retirer les épreuves. Et à 7 heures, on a fait l'appel. On a essayé de faire les remplacements. Et après, on a lu les instructions aux enseignants qui étaient là. Et on a envoyé ce qu'il faut en salle de classe pour la surveillance. Ce matin, il y a eu la culture générale pour tout le monde. Et la deuxième épreuve, c'est l'épreuve de spécialité. Ceux de SVT composent en SVT, ceux de maths composent en maths, ainsi de suite. Les absents, on a toujours ça. Nous avons pour ce centre 1147 inscrits, 914 présents, 233 absents, soit un taux de présence de 79,68%. Selon les candidats, tout s'est déroulé sans difficulté. Je viens de composer les deux épreuves auxquelles on nous a soumis cette journée. J'ai composé en français et puis en anglais qui est la spécialité. Parce que j'aspire à être professeur d'anglais. Et le contenu de ce que moi j'ai vu, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est abordable, c'est au niveau de tout le monde. Et vraiment, moi je suis très contente et j'attends le résultat. C'était très bien. Bon, en tout cas, je ne sais pas, même selon moi, ce que j'attendais, ce n'est pas ce que j'ai reçu, mais je pense que ça peut aller parce que j'ai fait de mon mieux. On est content, les épreuves étaient abordables, même s'il y a certaines choses qu'on a déjà oubliées, vu qu'on a eu à faire les classes il y a plusieurs années, et également que les classes qu'on est en train de garder, ce n'est pas toujours évident qu'on reparte faire ces choses-là. Mais dans l'ensemble, on a essayé de faire quand même de notre mieux et on espère un bon résultat en fin de compte. Il faut rappeler que ce test, loin d'être un concours de recrutement, est un processus devant permettre au gouvernement d'avoir une base de données fiable afin de remédier efficacement au déficit personnel enseignant, mais aussi à la qualité de l'éducation au Bénin. Amener les jeunes filles et femmes à s'intéresser aux questions liées aux droits des filles et des femmes. C'est l'objectif du réseau des jeunes féministes qui, en partenariat avec le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, ont organisé un concours de slam et de discours sur le droit des filles et des femmes. Suivez ce reportage de Daniel Ada et Lazare Migan pour nous faire vivre la prestation des candidats à ce concours. Ce qui nous unit ici ce soir,
C'est la phase finale du concours de slam et de discours poignants sur les droits des filles et des femmes en Afrique de l'Ouest. Sur la ligne de départ de cette 4e édition, 10 concurrents. Ils sont en lice pour sortir un seul vainqueur. Et pour ce challenge, les candidats ont déclamé leur test de slam et de discours poignants sur les thèmes relatifs aux questions genre. Les jeunes filles font face à de nombreux obstacles quant à la réalisation de leurs droits en matière de la santé sexuelle et reproductive. Leurs besoins spécifiques et diversifiés sont souvent insuffisamment ou inadéquatement pris en compte dans les services, programmes et politiques dont ils sont concernés. La violation de leurs droits, des problèmes majeurs de santé sexuelle et reproductive, les questions des grossesses précoces appuyées par les infections sexuellement transmissibles dont le VIH-Sida. Face à un jury professionnel en art musical, ces candidats essayent de captiver l'attention d'un public serein. Après quelques minutes de concertation des membres du jury, place à la délibération. Alors, les candidats s'impatientent. 93 points sur 150 en termes d'argumentation. Ba, Salifou, Saratou. La messe est dite. Ba Salifou Saratou est l'heureuse gagnante. Je dédie ma victoire à toutes les jeunes filles et les jeunes femmes de la terre de l'Afrique, du monde et du Bénin. J'ai remarqué qu'au Bénin, le mot féministe est un thème assez péjoratif. Donc il était important pour moi de prouver que le féminisme, au fait, n'est pas la haine des hommes. Donc, je devais montrer que le féminisme, c'est une lutte collective. Si nous ne nous unissons pas pour lutter contre les inégalités, nous finirons par nous noyer sous leur poids, hommes comme femmes. Ce candidat malheureux se réjouit tout de même d'avoir pris part à cette compétition. En étant 9e, ça ne m'a pas trop découragé. C'est vrai que je ne m'y attendais pas. Mais puisque c'est une compétition, il y a des principes et des règles, je dois m'affilier à cela. Je sais que quand on parle des femmes ne peuvent pas évoluer sans la contribution des hommes. Et en étant homme dans cette compétition, ça va me donner l'opportunité de pouvoir pousser encore plus le point pour que les femmes, la voix des femmes puisse être au rendez-vous. Tous les candidats qui ont participé à cette 4e édition de slam et de discours poignants ont été aussi récompensés. Le slam permet de faire résonner la lettre et sonner l'alarme des sans-voix. L'exploitation des carrières de sable est une activité qui cause assez de désagréments à l'environnement. Les populations de Djekpota, dans l'arrondissement de Godomé, subissent au quotidien les conséquences issues de l'exploitation de sable qui se fait dans la zone. Une situation qu'elle dénonce dans ce reportage de Yvon Rodonou, présenté par Ulvaïs Balogun. Plus un seul jour ne passe sans que les populations de Djekpota, dans l'arrondissement de Godomé, ne crient leur ras-le-bol. Elles subissent au quotidien les nuisances causées par l'installation et l'exploitation des carrières de sable. Une activité qui a vu le jour il y a quelques années après l'interdiction de la commercialisation du sable marin. L'État a pris l'option d'encourager que des investisseurs économiques s'engagent dans cette voie-là après l'interdiction du prélèvement du sable marin. Et donc l'État a mis en place des mesures incitatives. C'est ainsi que mon épouse et moi nous sommes lancés dans ce business-là qui au fil du temps s'est révélé très complexe. Bien que le sable soit utile aux populations dans leurs différents besoins en construction, le dragage n'est pas sans conséquences sur l'environnement. L'État est très regardant de l'impact que cette activité pourrait avoir sur l'environnement. Et il y a un plan qui est défini, auquel souscrit l'investisseur. Par exemple, notre activité consiste à prélever du sable et donc à créer des plans d'eau. Et cela a forcément une influence sur l'équilibre du milieu. Et nous sommes contraints de faire de la réparation au moment où nous devons nous en aller.
La gestion des zones humides est une gestion délicate parce que les zones humides constituent des écosystèmes fragiles. Il y a des endroits où vous avez la faune, vous avez la flore, vous avez l'eau. Ces endroits-là nécessitent beaucoup d'attention. Lorsque dans l'exercice de leur métier, les promoteurs ne respectent pas le contenu du plan de gestion environnementale et sociale de leur projet, cela perturbe fortement le fonctionnement de l'écosystème. Vous savez, il y a des endroits où les gens ont eu à exploiter ces carrières-là et sans restaurer les sites, ils sont partis. C'est des dégâts que l'on porte à l'environnement. Les populations, quant à elles, demandent un regard bienveillant des autorités à divers niveaux. Mieux, elles plaident pour un bon civisme de la part des exploitants de carrières. Nous avons trop de difficultés, surtout au niveau de nos voies. Les promoteurs en font un peu, mais il va falloir que l'État même regarde un peu dedans. La seule chose qui nous dérange dans cette situation est qu'il y a trop de sable sur la voie, ce qui rend la tâche difficile aux usagers et surtout aux enfants. Nous exhortons les autorités et les promoteurs des carrières à nous réparer la voie. Si le sable extrait de ces carrières est indispensable en tant que matériau de construction, la régulation de ce secteur est importante pour assurer sa survie et permettre aux populations ainsi qu'aux exploitants d'en bénéficier. C'est la fin de ce mini-journal. Ne zappez surtout pas. Wikeko continue avec Roch Aurélien Accueilli. Merci à vous Nadège Sani. La suite de Wikeko, vous le savez déjà, c'est la revue de presse économique de la semaine. Une réalisation signée cette semaine, Patrick Adjagodjo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse économique. Le Bénin manifeste son ambition de faire de la production de mangue une filière d'exportation. Le journal Nouvelle Expression placade à sa une la mangue, une filière prioritaire pour le gouvernement. Dans sa parution du mercredi 14 août 2019, le quotidien écrit que la diversification des filières agricoles devient progressivement une réalité au Bénin. Après le coton, l'anacade et l'ananas, c'est au tour des mangues de bénéficier de l'attention des autorités politiques. À ce titre, 8800 jeunes plants de manguiers de la variété Kent ont été remis aux producteurs de la zone agricole Pôle 5 à Koulékamé. Le journal va plus loin et précise que pour combler les attentes du gouvernement, les producteurs de 14 communes des départements du Koufo et du Zou, constituant la zone agricole Pôle 5, vont travailler pour que d'ici 2021, cette phase pilote puisse servir de noyau pour la reproductivité et la plantation de 4000 hectares, au moins à l'échelle du pays. De la mangue au coton, la nation nous apprend que les producteurs de l'or blanc tirent beaucoup de profit de la relance de cette filière. Dans sa parution du mercredi 14 août 2019, le journal titre « Filière coton, cette manne génératrice d'emplois ». Le quotidien du service public précise que la culture du coton crée divers emplois et se retrouve par voie de conséquence très bénéfique pour tous les acteurs de la chaîne. Aussi, à la page 11, la Nation nous informe que la transformation du coton représente environ 60% du tissu industriel du Bénin. Ceci à travers 19 usines d'égrainage, 5 unités de textile, 3 unités de trituration des graines de coton et une usine de fabrication de coton hydrophile. Bénin Intelligent s'intéresse lui aussi à l'agriculture. Dans sa publication du lundi 12 août 2019, le journal écrit « Sinandé veut produire du riz parfumé ». Selon le quotidien, le riz paddy
est en voie d'exploration par les producteurs de Sinandé, sous la supervision d'un ingénieur agronome. Plusieurs producteurs arrivent à emblaver au moins 20 hectares dans les bas-fonds non aménagés dans la commune. Fin de la revue de presse économique. Restez des nôtres pour d'autres informations économiques. À dimanche prochain. Merci à vous Patrick Diagojo. À dimanche prochain pour une autre revue de l'actualité économique de la semaine. Dans un instant, je vais installer le plateau de décryptage. Nous allons parler de cette évaluation diagnostique des enseignants reversés de la promotion 2008. Cet examen tiendra-t-il pas? Eh bien, on en parle juste après ceci. Voilà, mes invités, ils sont déjà sur ce plateau et j'ai le plaisir de commencer à vous les présenter. Yves-Patrick Loko, journaliste au service de l'information de la Radio Nationale. Bonjour. Bonjour, Roch Akoyenou. La pleine forme. Ça va? Bonjour aux téléspectateurs de BB24. Et la Radio Nationale est à l'honneur aujourd'hui sur ce plateau. Lui, c'est Gédéon Vegba. Il est aussi du service de l'information de la Radio Nationale. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Roch et tout le plaisir pour moi. Voilà, nous parlons de cette évaluation dite diagnostic à laquelle les enseignants reversés de la promotion 2008 seront soumis. Alors, dites-nous déjà, Patrick, pourquoi soumettre des enseignants qui ont déjà pratiquement 11 ans d'expérience professionnelle encore à un examen dit diagnostic? L'évaluation diagnostique, vous le savez, normalement, c'est à des apprenants, à des élèves ou des écoliers que se fait cet examen-là. Justement, à l'entrée. Voilà, à l'entrée, c'est pour mesurer leur capacité, voir leurs besoins en termes d'aptitude, voir comment l'enseignant peut les prendre. Justement. Ce qui est surprenant pour ce cas de l'évaluation des enseignants, c'est qu'au lieu que cette évaluation, ce contrôle soit fait à l'endroit des apprenants, ça se fasse plutôt à l'endroit des enseignants. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cela? Ce qui peut justifier cela, c'est peut-être, ou pas peut-être, c'est suite à des constats. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est reversé, voilà, ces enseignants reversés, que ce soit du cours primaire ou du cours secondaire, en 2008, il y a eu beaucoup de... vous voulez parler de manigance? Voilà, ils ont été mal recrutés. À propos, voilà, si vous discutez avec des enseignants, j'en ai suivi un il y a quelques jours, qui a dit, bon, c'est vrai que je n'ai pas vérifié. Mais toujours est-il, si vous vous rappelez bien, on a eu des écoliers qui ont dit en 2009-2010 qu'ils ont été en classe de composition au CEP avec leurs enseignants. C'est dire qu'il y avait un besoin en personnel enseignant dans les écoles, que ce soit au niveau primaire, sinon au niveau maternel, primaire et secondaire, et qu'il fallait combler le vide. Donc, on y a tout mis. C'est peut-être de bonne foi, on ne le sait pas. Voulez-vous dire que les gens n'avaient pas le profil adéquat pour faire le job, c'est ça? Peut-être pas. Il y avait le besoin, comme je l'ai dit tantôt, il y avait le besoin d'enseignants. Et le gouvernement d'alors a voulu combler ce vide-là, mais peut-être qu'il y a eu des manigances pour insérer des gens qui ne devaient pas être de ce lot-là. Et aujourd'hui, on a décidé de les soumettre à une évaluation dite diagnostique. J'ai dit, on ne va pas, dites-nous quelle est l'opportunité de cette évaluation? Non, moi je pense que la politique éducative d'un pays, c'est défini par le gouvernement. Donc, il revient au gouvernement de définir sa politique en matière d'éducation et de dire, voilà, mes priorités, voilà, c'est ça qui constitue mes priorités. Donc, si aujourd'hui le gouvernement en est arrivé à décider d'organiser une évaluation diagnostique, c'est parce que le gouvernement a dû peut-être faire des enquêtes ou des enquêtes pour constater que on n'a pas vraiment
ce que nous voulons en matière d'éducation, le niveau n'est pas encore à la hauteur. Mais lorsque c'est le cas, est-ce que c'est une évaluation diagnostique qu'il faut faire? N'est-ce pas plutôt une évaluation formative? Des gens sont déjà en fonction depuis pratiquement une décennie. Non, c'est pour ça que je vous dis que la politique éducative revient au gouvernement. C'est le gouvernement qui sait sur quoi et quelle est la manière par laquelle il doit passer pour quand même rehausser, relever le niveau des enseignants. Donc il ne revient pas à nous de faire des supputations. Le gouvernement a trouvé peut-être cette formule pour rehausser. On parle de renforcement des capacités des enseignants. Donc on ne peut pas dire que c'est une mauvaise approche. Et est-ce que vous pensez qu'avec cette évaluation, ça peut vraiment refléter le niveau des enseignants? Oui, c'est l'objectif poursuivi, si on s'en tient à ce que le gouvernement véhicule comme communiqué par-ci et par-là. Je pense que c'est l'objectif. Maintenant, nous sommes dans un pays de polémiques et surtout de rumeurs. Et malheureusement, parfois, des rumeurs deviennent des réalités. Dans les coulisses, on apprend que c'est pour réduire la masse salariale, parce que le gouvernement aurait reçu des injonctions, des institutions de Bretton Woods et autres, et que c'est, comment on va dire, c'est un écran, ce qui se profile à l'horizon. Donc, quand les gens entendent des choses comme ça, il est normal qu'ils aient des appréhensions, des craintes même, par rapport à l'opération. Donc, on peut peut-être dire que la crainte est mise par les principaux concernés. Peut-être est fondée. Mais est-ce que cette crainte est fondée lorsque l'on décide d'ouvrir également l'opportunité à ceux qui veulent aller à l'enseignement? Vous n'êtes pas sans savoir que mercredi dernier, les aspirants à la fonction enseignante ont été appelés à composer. Et on a vu, ils étaient dans les salles de composition. Ça veut dire que l'État a la volonté de recruter. Est-ce que c'est réellement l'intention de vouloir dégraisser la fonction publique qui sous-tend cette évaluation? Vous évoquez plutôt deux sujets différents. Ce n'est pas la même chose. Oui, mais c'est toujours ici, dans la même et par rapport à ce qui s'est fait mercredi dernier, c'est constituer une base de données pour permettre d'éventuelles opérations de recrutement de se faire de façon très facile, qui n'est pas des gens pris au pufomètre, comme ça. Donc des gens qui aient quand même un bagage qui répondent à des profils donnés. Maintenant, par rapport à ce qui se projette pour la semaine prochaine, je crois le samedi 24, le samedi 24, c'est des gens qui sont déjà en activité, qui ont déjà fait 11 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, 11 ans d'activité qu'on veut évaluer maintenant. Maintenant, l'évaluation, ce n'est pas ce qui est critiqué, c'est ce qui est derrière, que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui est derrière cette évaluation? Est-ce qu'après cette évaluation, tout le monde sera pris en compte? Est-ce qu'après cette évaluation, il y aura des gens qui seront laissés sur le carreau? C'est là la problématique. Non, cela a été dit, hein, après cette évaluation, ceux qui auraient une note au-delà de la moyenne vont continuer à enseigner dans les classes. Ceux qui n'auraient pas réuni les 10 de moyenne seront mis en formation, c'est ce qui a été dit. Donc apparemment, il ne devrait pas y avoir de crainte à cela, n'est-ce pas? Et c'est en cela qu'il faut prêter, sinon qu'il faut crédibiliser la parole présidentielle, la parole de l'autorité. Parce qu'au sortir de cette rencontre qui a eu lieu il y a quelques jours avec les représentations syndicales, il s'est agi de leur dire qu'il n'y aura pas de licenciement, qu'il n'y aura pas... Donc, il faut continuer par croire à la parole de l'autorité. Jusqu'à se retrouver devant le fait accompli. Bon, se retrouver devant le fait accompli, ça veut dire que quelque part, quelqu'un aurait trahi sa parole. Ce n'est pas ce qui est à souhaiter. Ce qui est à souhaiter, c'est que ce qui est dit au début soit le résultat, soit le résultat obtenu à la fin. C'est-à-dire évaluer ces enseignants, faire continuer, faire rester dans leur salle de classe ceux qui auraient obtenu de bonnes notes et faire la formation recyclée, en fait, ceux qui n'auraient pas satisfait aux exigences de notes. D'accord. Il faut dire que ce n'est pas forcément... Vous savez, c'est comme une composition. Il y a des gens très brillants en classe et qui, à l'examen,
peut-être qu'ils ont été malades la veille ou des circonstances de famille, des problèmes, le stress. Qui peuvent agir. Dans la composition du jour. Il y a des aléas qui vont faire peut-être qu'ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes le jour-là. Alors, lorsqu'on prend en compte tout ce que vous relevez comme aléas, est-ce que cet examen aura effectivement lieu le 24? Parce qu'on entend déjà dans plusieurs régions du Bénin que l'examen, cette évaluation sera boycottée. Est-ce que vous pensez que ça tiendra? Partout où moi je me trouve, que ce soit dans la vie sociale, professionnelle, la politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique. Pourquoi boycotter alors que vous avez eu des assurances? À cause de ces craintes, justement. Non, il faut aller composer. Il faut aller composer. Si moi, mais ils estiment aussi qu'à ce niveau, oui, ils ont quand même plus de 10 ans d'expérience. Est-ce que c'est une évaluation diagnostique qu'il faut leur faire? Si on veut vraiment relever leur niveau, c'est plutôt une évaluation formative. Oui, mais il y aura la formation pour ceux qui ne seraient pas au pas après cette composition du 24 août. Du moins, c'est ce que la parole officielle nous a dit. Donc, il faut tenir foi, il faut prêter. Il faut croire, voilà, à cette parole-là. Et voilà, aller composer. Le boycott ne serait pas le bienvenu, à mon avis. Vous pensez aussi? Non, je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur des questions de terminologie, relations diagnostiques et autres. C'est le gouvernement qui décide de ce qu'il veut faire dans un domaine donné. Voilà. Et la donc on se soumet à la volonté du gouvernement. C'est la prérogative du gouvernement de décider de comment la conduire. Si ça plaît au gouvernement de faire quelque chose, le gouvernement le fait. On ne peut pas dire, bon, nous, parce que ça ne nous arrange pas, nous n'obéissons pas. Non, je ne suis pas pour ça. Maintenant, le fait que les gens émettent des craintes, je crois que ça doit quand même susciter, ou du moins pousser les autorités gouvernementales à se poser des questions. Comment on va décider de renforcer la capacité des gens qui sont en activité? Et ça commence par jaser. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ça voudra dire quoi? Que par le passé, il y a déjà eu des comportements qui peut-être poussent ces gens à croire que ce qu'on nous propose, ce n'est pas peut-être ce qu'on envisage vraiment faire. Mais les autres aussi peuvent se reprocher des choses. Est-ce qu'ils n'ont pas le niveau? Les enseignants, les concernés. C'est ce que je dis. Je dis que les enseignants, normalement, dans l'ordre normal des choses, c'est que les enseignants devaient applaudir le fait qu'on décide de renforcer leurs capacités. Oui. Mais si ça suscite aujourd'hui des appréhensions, des craintes, c'est que de part et d'autre. C'est que du niveau du gouvernement, il y a déjà eu des préalables, il y a eu des comportements par le passé qui peut-être n'ont pas été des comportements très orthodoxes, ou des choses, peut-être on a dit on va faire ceci, mais après on n'a pas fait ça. Aujourd'hui, les gens ont des craintes par rapport à ça. Donc il faut rassurer. Et c'est en cela qu'il faut saluer la sortie des deux ministres impliqués dans le sujet. Et je vais parler du ministre de l'enseignement primaire et du ministre de l'enseignement secondaire qui ont effectué une sortie pour rassurer les enseignants, mais ceci, malgré cette sortie, les gens ne sont pas toujours convaincus de ce que le gouvernement est de bonne foi, ou du moins envisage de faire quelque chose de bien pour la corporation. Autrement dit, ceux qui ne vont pas composer le 24 prochain auraient décidé, le communiqué l'a clairement précisé, auraient décidé et là, je suis d'avis avec délibérément de sortir de la fonction publique. Je pense qu'il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Il faut c'est toujours bien d'aller composer. Advienne que pourra. Oui, aller composer. Maintenant, on verra la suite. Si d'aventure, le gouvernement changeait de cap ou ne respectait pas sa parole, comme il a dit, et faisait autre chose par rapport à ce qu'il avait annoncé, les gens tireront les conclusions. Ils auraient pris l'opinion à témoin. Ils tireront les conclusions. Mais il ne faut pas dire que nous allons faire la politique de la chaise vide, nous n'allons pas composer, nous allons boycotter. Je pense que ce serait suicidaire pour chacun. Ah oui, les enseignants qui nous suivent actuellement, vous avez entendu Gédéon Vegba et Yves-Patrick Loko, ne pas aller composer serait vraiment suicidaire. Il faut donc aller composer. Alors, est-ce que vous pensez que cette évaluation est le gage d'une bonne formation des apprenants? Aujourd'hui, on a constaté qu'effectivement, à la fin de la formation, beaucoup d'apprenants, beaucoup de diplômés se retrouvent sur le carreau. Est-ce que c'est à travers cette évaluation diagnostique qu'on va garantir un emploi ou bien une formation de qualité à nos apprenants? Non, mais il faut déjà bien les former. Si un apprenant, un élève, je veux dire un écolier, parle
parle mal français alors qu'il a un professeur de français qui devait, c'est vrai, le français c'est notre langue officielle, mais ce n'est pas, enfin, le français est notre langue officielle. Ouais. Donc, c'est avec ça, c'est la langue de travail. Oui, c'est l'outil de travail. Donc, si un élève, un apprenant, un écolier ne peut pas bien se défendre, voilà, s'exprimer, ça doit être la faute de son enseignant. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs, mais il faut qu'un enseignant soit capable de pouvoir donner ce qu'il connaît. Donc, si l'enseignant n'est pas bien formé pour la chose, il faut lui donner la formation adéquate. Tout à fait. Et c'est en cela que moi, je trouve que ce qui est proposé à la fin, ce qui est proposé après cette évaluation diagnostique-là, c'est bienvenu. Donc, il faut que ce qui est promis soit respecté. C'est ça, c'est là où le bas va vraiment blesser, si on ne respecte pas ce qui a été promis, si on ne suit pas les assurances qui ont été données aux enseignants, aux syndicats, à la population béninoise dans son entièreté. C'est dire, Gédéon disait tout à l'heure qu'il y a eu sortie des ministres, ils avaient à leur côté également le ministre de l'enseignement... De la fonction publique? Non, le ministre des enseignements, de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Oui. Donc, c'est dit peut-être que ça va s'étendre, cette évaluation-là, peut-être un jour au niveau supérieur, on ne le sait pas. Pas seulement au supérieur, mais bon, peut-être dans toute la fonction publique, oui. Je dois relever quelque chose. Je constate que cette évaluation intervient dans un contexte de résultats quand même appréciables. Pour les fins d'année passées, on a eu un taux amélioré au niveau du primaire, secondaire, et puis... oui, mais ce sont les mêmes enseignants qui ont produit ce résultat. Je vais relever quelque chose. Je constate que c'est dans ce contexte d'amélioration des résultats qu'on décide maintenant d'évaluer les gens. Est-ce que c'est pour rehausser le niveau ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait sous-tendre cette décision du gouvernement de le faire dans ce contexte donné? Parce que justement, n'oublions pas aussi les mêmes enseignants qu'on veut évaluer ont permis à ce que quand même, les résultats soient à la hauteur. Donc on doit pouvoir les renforcer. Donc il ne devrait pas avoir de crainte. En tout cas, l'assurance est donnée. Tout le monde est là et observe ce qui va se passer certainement. Exactement. Eh bien, c'est le gouvernement qui définit sa politique éducative. Vous l'avez clairement martelé dans cette émission. Nous allons donc, en tout cas, pas demander aux enseignants d'aller composer. Ils ont la liberté d'aller composer comme la liberté de ne pas aller composer également. En tout cas, les conclusions sont là. L'objectif, c'est de relever le niveau du système éducatif béninois. L'objectif affiché, oui. L'objectif affiché, bien sûr. Puisque le système éducatif béninois a vraiment besoin d'être relevé. Absolument. Merci à vous, Patrick Loko. Merci également à vous, Gédéon Vegba, d'être passé dans cette émission. Donnez votre lecture de cette évaluation diagnostique des enseignants de la promotion 2008 reversée dans la fonction publique. Merci à vous. Nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine pour recevoir Madame Péji Torello. Elle est agro-socio-économiste. Elle va nous parler de l'économie autour de la fête de l'IAM. Je sais que vous avez mangé de l'IAM. Absolument. Absolument, le 15 août dernier. Vous aussi également, n'est-ce pas? C'était la période. Eh bien, nous allons parler de cette fête de l'économie liée autour de cette fête de l'IAM. C'est juste après ceci. Oui, le 15 août dernier, tous les regards étaient tournés vers Savalou où a eu lieu la fête de l'IAM. Mais l'IAM, c'est ce tubercule très prisé qui s'achète et qui se vend un peu partout. Nous allons vous inviter à suivre d'abord ce reportage de Perspective Tossa qui s'est rendu dans quelques marchés pour voir comment s'achète ce tubercule à la veille de cette fête. À Dantokba, l'igname coule à flot. Les grossistes déchargent à longueur de journée. Seulement, les clients sont rares et les détaillants se plaignent. L'igname coûte trop cher cette année. Ce tas coûte 3 000, mais les clients veulent l'acheter à 2 000. On ne peut pas le vendre à ce prix. Chez les grossistes, c'est un autre langage.
Certes, il y a mévente, mais la hausse des prix n'en est pas la cause. Les prix auraient plutôt baissé. Cette année, bon, ça a débuté à partir de les 50 000, à partir de 20 000, ça a descendu et c'est devenu jusqu'à 10 000 maintenant, 50 kilos. Et le Labocor, lui, est à 27 000 francs le 50 kilos. L'année passée, le 50 kilos, c'était au début même, c'était à 40 000 même. C'est rabaissé. Les gens ne viennent pas. Puisque avant là, ils viennent, on vendait correctement. Mais maintenant, on ne vend pas, on souffre. Cette morosité frappe aussi les vendeurs de manioc. Beaucoup de marchandises, pas de clients. On a vendu des patates à 3 000 et à 2 000. Cette année, c'est descendu à 1 500. On fait des tas de 500, de 200, mais personne n'achète. Les céréales aussi sont moins coûteux. C'est la baisse des prix et le manque de clientèle. Le maïs blanc est à 175 francs le kilogramme et le sac est à 17 000. Le rouge est à 200 francs le kilogramme et le sac à 18 000. Ça, c'est cassoulet. C'est à 1 500. On vendait mieux l'année passée, les mois passés, mais ça n'a pas été. Par contre, sur le marché, le prix du riz n'a pas baissé. Et comme ailleurs, ici aussi, les clients se font désirer. Quand vous êtes entré dans le marché, n'avez-vous pas remarqué la morosité? On ne vend rien. Le riz est trop coûteux. Morosité totale sur le marché. Les clients sont aussi rares que les étalages sont pleins. Pour l'heure, les vendeurs ne peuvent qu'attendre patiemment et espérer couler leurs produits. Et nous revenons sur ce plateau avec plaisir. Je vous présente Dr P.J. Torenlo. Elle est agro-socio-économiste. Bonjour madame. Bonjour. Nous vous avons vraiment bousculé pour être sur ce plateau et merci à vous d'avoir accepté bousculer votre programme pour répondre à cette invitation. Et pour m'accompagner, j'ai en face de moi l'homme de Savalou. Bonjour, Patrick. Bonjour, Okakwenu. La fête de l'IAM a été? Ça s'est très bien passé. Eh bien, nous allons parler de l'économie autour de cette fête de l'IAM. Exactement. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous parlons de l'économie de la fête de l'IAM. Et vous savez, l'IAM est un tubercule qui génère beaucoup de ressources financières et contribue à rendre heureux les ménages, car sa consommation est considérée comme une fête. Et une fête, il y en a eu dans la région Marie, notamment à Savalou, avec notre personne ressource, Madame P.J. Torenlo. Ma première question que je voudrais vous poser est de savoir, est-ce qu'on peut affirmer, sans risque de se tromper, que la fête de l'IAM est aussi une fête génératrice de revenus? Merci, mais bien évidemment oui. Parce que autour de cette fête, il faut voir tout ce qui s'organise. Et c'est l'occasion pour certains fils du terroir de faire un retour pour aller voir les parents et puis assister aux différentes cérémonies autour de la fête. Mais c'est également l'occasion pour les non-ressortissants de la région Marie d'aller faire des découvertes et d'assister Et maintenant, à l'extérieur du Bénin, ça fait que si on fait une bonne publicité, si on informe bien évidemment les gens, certains sont encouragés, certains prennent la route pour venir découvrir. Et dès qu'on y arrive, il y a déjà qu'on doit être hébergé. Tout à fait. Donc ça, c'est ceux qui sont dans cette filière ou dans ces sous-filières d'hébergement vont trouver d'abord le transport. Il y a le transport, il y a la restauration sur place et il y a la visite des sites touristiques, si je peux dire comme ça, autour de ça. Et il y a la participation aux festivités, il y a les concerts et autres. Donc tout ça mis ensemble génère des ressources pour les différentes branches d'activité
qui interviennent autour de cette fête de 15 août ou cette fête de Dinyam. Et quand on prend le cas de Savalou, où tous les regards sont tournés, dites-nous, vu l'engouement que cette fête suscite après le 15 août, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans la commune de Savalou, c'est un exemple, dans lesquels les acteurs ou les commerçants peuvent agir davantage pour avoir de bons chiffres d'affaires? Oui, bien évidemment, parce que déjà, tous ceux qui arrivent n'iront pas s'héberger dans des grands hôtels. Ça, c'est un. De deux, tout le monde a besoin de se restaurer. Oui. Pas forcément dans des grands restaurants aussi. Donc, ça voudra dire que quoi? La petite commerçante qui a sa gagoterie, si elle y met du soin, elle entoure ça du soin et elle fait bien, elle draine, elle va faire un chiffre d'affaires plus important dans cette période. Ouais. Et vous voyez aussi le développement dans la ville de Savalou. Il y a quelques années, tout ce qu'on a comme offre en matière d'hébergement, aujourd'hui, on n'avait pas. Oui. Donc ça aussi, c'est une branche dans laquelle on peut s'inscrire et investir en termes de structures d'accueil. Mais est-ce que c'est rentable, étant donné que c'est une fois par an que se célèbre cette fête? Vous savez, comment dit-on, investir dans la construction, c'est beaucoup d'argent. Mais la fête, ça ne dure que peut-être une semaine ou bien quelques jours. Oui, quelques jours. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un secteur dans lequel il faut véritablement investir pour pouvoir en tirer Je trouve que profit? C'est un secteur dans lequel il faut véritablement investir. La fête dure une semaine, c'est vrai, mais ce n'est pas... Les gens ne se déplacent pas uniquement que pour cette fête. Okay. Et en plus de ça, c'est de la façon dont on intègre tout ça dans une perspective, dans une logique de rentabilité qui est le problème. Si on rentre dans une logique de rentabilité et que on aménage des sites, on crée des circuits, on offre plusieurs circuits touristiques qui permettent aux gens... Ils ont la possibilité de faire les différents circuits au moment où la fête a lieu, mais les sites touristiques restent. Et il y a d'autres occasions pour drainer encore du monde vers ces sites-là. Et donc, il ne faut pas voir ça de façon isolée, la région de Savalou, de façon isolée dans le dispositif touristique du Bénin. Donc, et tel que vous décrivez, c'est tellement intéressant. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que nous tirons réellement profit de cette fête telle que cela se passe? En fait, nous ne tirons pas encore le maximum de profit. On aurait pu mieux faire que ça, mieux organiser que ça, pour que ça nous génère davantage de profit. Et c'est ça que je suis en train de dire pour dire... c'est vrai que les mentalités sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, on ne confine plus le 15 août uniquement à Savalou, mais il va falloir que ça évolue davantage pour qu'on finisse par se dire c'est une occasion, c'est une fête nationale. Et donc, par exemple, qu'on crée des circuits où on a des sites touristiques qui peuvent drainer du monde. Bien sûr. Et donc, si on reste dans cette logique de développement touristique, c'est d'aménager ces sites pour que, déjà, même pour ceux qui quittent Cotonou ou que ceux qui arrivent, puisque l'aéroport est à Cotonou, ceux qui arrivent par Cotonou rentrent dans un circuit qui les amène jusqu'à Savalou et au-delà de Savalou. Puisque la sortie d'Ignam, dans nos différentes cultures, dans les régions où c'est produit, donne lieu à des rituels, à des cérémonies. Et donc, on peut intégrer tout cet ensemble-là pour que des gens déjà depuis le sud puissent progresser dans des circuits selon ce qui vous intéresse, si c'est des circuits rien que touristiques, donc rien que qu'historique, je voulais dire, vous puissiez faire ça. Si c'est des trucs à la fois culturels et qui vous intéressent et culturels, vous y allez. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux
organisé, de mon point de vue, et tirer du maximum de profit. Et j'avoue que c'est de très belles propositions que vous lancez là. L'autre question que je voudrais vous poser, on sait que la vente des tubercules d'igname est en vogue partout au Bénin et dans les marchés de Glazoué, de Dassazoumé, de Dantokba et de Savalou, de Boycon également. Les clients se bousculent. C'est toute une économie qui se développe. Est-ce que le Bénin, vu sous ce angle, est-ce que le Bénin est un exportateur de tubercules d'igname? Oui, je vais commencer par dire que le Bénin est d'abord l'un des grands producteurs d'igname en Afrique de l'Ouest. Parce que nous, la production en Afrique de l'Ouest. Oui, en Afrique de l'Ouest, parce que la production du Bénin fait que le Bénin arrive 4e producteur après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Wow. Donc, ça voudra dire, et c'est ça qui fait aussi que nous sommes autosuffisants. Notre production couvre largement nos besoins en termes de consommation d'igname et chaque année, on a des excédents. Alors vous certifiez donc, que nous n'importons pas de l'igname au Bénin, c'est ce que vous voulez dire? Non, je ne crois pas qu'on importe véritablement de l'igname. Peut-être, il faut faire un petit mémoire à ce niveau. Quand vous observez bien, c'est déjà au mois de juillet que les premières ignames arrivent sur nos marchés. Oui. Mais il se fait que dans la sous-région ouest africaine, le Togo aussi produit de l'igname, produit aussi de l'aboko. Oui. Les premières laboko qui arrivent sur nos marchés en juillet arrivent généralement de Lomé. Ça ne veut pas dire que c'est parce que notre production est insuffisante. Non, ce n'est pas ça. C'est les questions de disponibilité sur le marché d'échange et puis les échanges. Mais à partir du mois d'août, le Laboko du Bénin prend la relève et donc c'est ça qui fait que nous l'avons. Donc si vous observez très bien, Cotonou reçoit très vite les ignames parce que ça rentre, mais la note. Donc bref, on a de l'igname et on exporte, ça sort, l'igname du Bénin sort également vers le Nigeria, quand bien même le Nigeria est un grand producteur, parce que c'est des questions de variété aussi. Il y a des variétés qui existent au Nigeria qui n'existent pas ici. Il y a des variétés qui existent ici qui sont demandées au Nigeria. Donc le l'igname du Bénin va au Nigeria. Bon, au-delà du Nigeria. Au-delà du Nigeria, on a les pays sahéliens très proches de nous, Niger et Burkina et autres. Et aussi vers le Gabon, vers l'Afrique centrale, vers le Gabon, l'igname du Bénin, il va. Vous disiez tantôt que nous sommes autosuffisants. J'aurais dit, nous avons une autosuffisance alimentaire quand on évoque la question de l'igname. Oui, nous avons toujours été excédentaires. La production du Bénin a toujours été, en tout cas, presque tout le temps excédentaire en matière de besoins alimentaires en igname. Et quelles sont ces zones qui produisent en quantité l'igname au Bénin? Les zones qui produisent de l'igname au Bénin, vous avez à partir du Zou. Vous avez à partir du Zou. Même dans le Zou? Oui, dans le Zou. Didja était un grand producteur. Je préfère dire était un grand producteur dans la zone du Zou. Finalement, Didja est grand producteur dans beaucoup de choses. Maintenant, la production de Didja a des plombs dans l'aile. Mais vous avez toute la région des collines. Tout à fait. Vous avez le nord. Dans le nord, je voudrais dire Borgou. Vous avez le Borgou, vous avez déjà la Dongar aussi, vous avez la Takora, et c'est des différentes variétés. Et dans la Takora, nous avons Natitengu, Tokuntounan, Porga. Porga. Nous avons déjà, comment on dit, dans la Donga, on commence déjà dans la Donga. Avec Djougou, Basila, Kopargo, tout ça. Djougou n'en produit pas? Djougou aussi. Un peu? Oui, Djougou produit un peu dans ses... En tout cas, l'igname filé, ça fait partie. Mais ça concentre aussi beaucoup en termes de commercialisation. Donc, Djougou produit, vous avez la Takora, vous avez aussi le Borgou, un peu dans la Liborie. La Liborie, c'est pas beaucoup. Donc, vous avez toute cette, donc on va dire, à partir du Zou jusqu'au nord du Bénin, on a de la production. Ça témoigne de fort belle manière de ce que le Bénin occupe
la quatrième place. Tout à fait. Et nous souhaitons que le Bénin se loge ou se retrouve à la première loge du classement. C'est bien possible. Si on investit en plus, ça dépend. Dès qu'on se focalise sur cette filière pour en faire une filière porteuse de devises. Oui, on a la capacité. C'est possible. C'est possible. On a la capacité oui, de booster si on a fait pour le coton. Notre production en IAM parce qu'il y a assez de recherches aussi qui se font sur l'IAM. Et donc, de mon point de vue, on peut très bien augmenter rapidement, on parle toujours de la fête de l'IAM, de l'économie de l'IAM. L'autre volet, c'est investir dans la transformation. Et je voudrais rendre hommage aux agronomes. Est-ce qu'on ne peut pas les inviter à s'investir davantage dans la transformation de tout ce qui est dérivé de l'IAM? Oui, déjà, vous savez, l'IAM se consomme sous plusieurs formes. Et il y a déjà assez de travaux par rapport à la transformation qui met des produits assez faciles à utilisation à notre disposition. Donc, vous avez des farines instantanées d'IAM, vous avez les chips d'IAM, bon, bref, il y a assez, mais ça ne voudra pas dire qu'on va pouvoir croiser les bras. Non, on ne va pas croiser les bras, il faut encore continuer dans cette recherche avec des technologies pour améliorer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un monde où tout le monde fait la course contre la montre et tout le monde veut bien manger l'IAM. Absolument. L'IAM pilé, l'IAM avec tous ses dérivés, mais également l'IAM pilé. Et c'est ça qui fait qu'il y a la machine pour faire l'IAM pilé assez rapidement maintenant, qui allège un peu. Donc, c'est de continuer dans cette dynamique pour que les dérivés de l'IAM, on puisse les avoir de façon très facile, très bien emballée, très bien et très nourrissant aussi, sans conservateurs, sans des additifs chimiques qui embêtent. Voilà. Et facilement exportable aussi. Facilement exportable aussi pour que ça puisse aller. Madame, je voudrais vous poser peut-être une dernière question. Oui, la dernière. Si vous devez rendre hommage à ces acteurs qui nourrissent la chaîne d'approvisionnement de la filière de l'IAM, qui sont ces acteurs à qui vous rendez hommage? Je crois qu'ils sont tous importants, autant qu'ils sont, mais je m'en voudrais de ne pas placer les producteurs au premier rang. Tout simplement parce qu'il a fallu qu'ils aient produit. Oui. C'est, de mon point de vue, c'est le premier. Ils aient produit, mais également pour qu'on en trouve sur les marchés de Cotonou, sur les marchés de Boycon, donc dans les marchés de nos grandes villes. Il y a les transporteurs. Il a fallu qu'il y ait eu les transporteurs et les commerçants. Tout à fait. Maintenant, c'est une chaîne. Pour finir, il y a nous les consommateurs. Nous les consommateurs, nous voulons qu'il y ait des facilités, donc des produits déjà transformés, prêts à cuire. Donc tout le monde est important. Voilà, dans la chaîne. On n'a pas eu le temps d'évoquer le prix de l'IAM sur les marchés, parce que ça grimpe. Non, le prix, on a l'impression que le prix de l'IAM est très élevé, mais en fait, c'est parce que quand c'est les premières IAM qui sortent, c'est quand même elles qui arrivent sur le marché. Tout à fait. Et quand elles arrivent, il n'y a pas d'autres. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est normal. Dès que les variétés commencent à devenir nombreuses, parce que leur cycle de production est terminé, qu'on les a récoltés et qu'on a une grande gamme de variétés d'IAM sur le marché, les prix chutent. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame Pégier Torrello, d'être passée dans cette émission, nous parler de l'économie autour de la fête de l'IAM. Oui, c'est une belle opportunité économique et touristique aussi, dans laquelle il faut véritablement s'investir. C'est un secteur qu'il faut aussi organiser pour en tirer vraiment grand profit. Merci aussi à vous, Patrick Adjabodjou, de m'avoir accompagné. Je fais mienne votre conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec plaisir. Nous allons vous retrouver dimanche prochain à partir de 11h. Vous pourrez suivre cette émission en nouvelle diffusion lundi à partir de 11h également. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.